Bonjour Lionel, bonjour Hippolyte. Il y a Christian aussi. Bonjour. Est-ce que le sujet est, comme vous le savez, que nous allons avoir une période de décroissance forte et donc on imagine un peu partout dans le monde des problèmes j'allais dire, de politique de relance. La question est au fond celle qu'on va essayer de traiter, n'est pas du tout de savoir si ces plans de relance sont efficaces, pas efficaces. De manière générale, ce n'est pas ça le problème. Savoir si ces plans de relance ont un impact positif ou négatif sur les tranches, sur les générations qui constituent la société, et si on ne vont pas accentuer, c'est le cas par exemple en France, on va en dire un mot à propos de la jeunesse, accentuer les pertes de bien-être que les sociétés vont connaître. Donc en fait, le titre de toute cette journée aurait pu s'appeler décroissance et perte de bien-être, et notre objectif à nous, c'est de réfléchir à la manière dont les positions politiques, de politique économique qui sont prises n'ont pas tendance à exacerber les différences des uns et des autres entre générations, et essayer au contraire de les rendre plus convergentes, plus proches. Alors je crois qu'il y a d'abord un petite intervention de M. Yamoto, qui doit être professeur et qui traite du multiplicateur lié aux politiques de relance dans des sociétés de vieillissement. L'objet, c'est véritablement de réfléchir à savoir comment les politiques de relance influent sur les différentes générations et la manière dont on peut essayer d'éviter qu'il y ait des espèces de tensions intergénérationnelles trop fortes. On pourra prendre d'ailleurs l'exemple que le Sex Economist a travaillé jeudi dernier sur les problèmes de la jeunesse, et on s'apercevra à quel point les problèmes, au fond, par exemple, d'accélération de la pauvreté liée à la baisse de la croissance ou à la décroissance, liées donc à la pandémie, peuvent entraîner de fait des tensions, j'allais dire peut-être, totalement incontrôlables. Voilà. Alors si vous pouvez envoyer M. Yamoto, j'ai l'impression qu'il y a M. Yamoto qui doit s'exprimer. Et Economy, mes bénéfices, d'accord. Laissons M. Yamoto s'exprimer et puis on discutera après. Ladies and gentlemen, hello. My name is Hiroaki. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Hirokai Miyamoto de l'Université métropolitaine et économiste au Fonds monétaire international, le FMI. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que je me joins à cette table ronde. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux sur le vieillissement de la population et la politique fiscale. Ceci est une collaboration avec Jiro Honda du FMI. Comme nous le savons, le vieillissement de la population se poursuit dans le monde. Veuillez donc regarder ce graphique. Ce graphique montre l'évolution du taux de dépendance des personnes âgées. Le taux de dépendance des personnes âgées est un ratio des personnes de 65 ans et plus par rapport aux personnes âgées de 15 à 64 ans. Ce taux est souvent utilisé comme mesure du vieillissement de la population. Comme vous pouvez le voir dans ce graphique, les taux de dépendance des personnes âgées ont augmenté au cours des dernières décennies. En 2020, le Japon a le taux de dépendance des personnes âgées le plus élevé, environ 40%. Et selon les Nations Unies, ce taux devrait monter à environ 70% d'ici 2050. Mais vous pouvez constater que non seulement le Japon sera confronté au vieillissement de la population dans les prochaines décennies, d'autres pays, comme la Corée, la Chine, l'Europe et les États-Unis, le seront aussi. Le vieillissement de la population est donc un problème pour tous les pays. Compte tenu de ce fait, l'impact du vieillissement de la population sur l'économie est un sujet de discussion, à la fois pour les chercheurs et les responsables politiques,
et un nombre croissant d'études en ont examiné les répercussions macroéconomiques. Ces études portent principalement sur l'impact du vieillissement de la population sur la croissance économique, la consommation, l'épargne ainsi que sur la fiscalité, car le vieillissement de la population est lié au régime de retraite, au système de soins de santé, etc. Il est donc en relation avec la fiscalité. Toutefois, peu d'attention ont été portées à l'impact du vieillissement de la population sur l'efficacité de la politique fiscale. Nous ne savons pas grand-chose de la manière dont le vieillissement de la population affecte l'efficacité des mesures de relance. Cette étude comble ce manque en explorant empiriquement les effets des chocs de dépenses publiques sur la production des économies vieillissantes et non vieillissantes. Étant donné que le temps est limité, je ne vais pas entrer dans les détails de notre méthodologie, mais nous avons estimé l'impact du choc des dépenses publiques sur la production en utilisant les données statistiques des pays de l'OCDE. Et ce que nous avons constaté, c'est que le vieillissement de la population affaiblit l'effet du choc des dépenses publiques pour stimuler la production. Ce graphique montre le résultat de notre analyse. Nous avons estimé l'effet des mesures de relance dans les économies vieillissantes et non vieillissantes. Dans ce graphique, vous pouvez voir des barres de deux couleurs, des barres bleues et des barres oranges. Les barres bleues montrent l'effet des mesures de relance dans les économies non vieillissantes, alors que les barres oranges montrent l'effet des mesures de relance dans les économies vieillissantes. Nous observons deux cas. Le premier est l'effet des mesures de relance au moment de l'impact. Au moment de l'impact signifie que nous examinons l'effet du choc des dépenses publiques lorsque ce choc a lieu. Et les barres du côté droit montrent l'effet des mesures de relance 4 ans après le choc. En comparant les barres bleues et oranges, il est clair que les barres bleues sont beaucoup plus grandes que les barres oranges. Cela signifie que les mesures de relance sont plus efficaces dans les économies non vieillissantes que dans les économies vieillissantes. En d'autres termes, le vieillissement de la population affaiblit l'efficacité des mesures de relance. Nous avons également vérifié si nos principaux résultats restent valables lorsque nous tenons compte de la conjoncture ou des cycles économiques. Selon des recherches récentes sur l'efficacité des mesures de relance, on sait que leur effet dépend de l'état du cycle économique. Plus précisément, l'effet des mesures de relance en période de récession est susceptible d'être plus élevé que celui en période d'expansion économique. Nous avons vérifié si nous pouvons obtenir un résultat similaire dans les économies vieillissantes, et ce que nous avons constaté est que tant dans les économies non vieillissantes que dans les économies vieillissantes, l'effet des mesures de relance pendant les récessions est beaucoup plus élevé que pendant les périodes d'expansion économique. De plus, nous avons constaté que pendant les récessions, l'effet des mesures de relance dans les économies non vieillissantes est plus élevé que dans les économies vieillissantes. En d'autres termes, même si l'on tient compte de l'état du cycle économique, nous constatons toujours que le vieillissement de la population réduit l'efficacité des mesures de relance. J'aimerais maintenant parler des canaux de transmission possibles. Nous avons constaté que le vieillissement de la population réduit ou affaiblit l'efficacité des mesures de relance. La question est de savoir comment. Nous constatons que dans les économies vieillissantes, les effets des mesures de relance sur la consommation des ménages et sur l'emploi deviennent faibles. C'est la principale raison pour laquelle les mesures de relance ont moins d'impact dans les économies vieillissantes. L'effet sur l'emploi et sur la consommation des ménages
est essentiel. Permettez-moi finalement de résumer nos conclusions et d'aborder certaines implications politiques. Nous avons constaté que le vieillissement de la population affaiblit l'efficacité de la politique fiscale. Compte tenu de cela, nous avons 3 implications politiques. Premièrement, afin de soutenir la demande globale en temps de récession dans les économies vieillissantes, des mesures de relance plus importantes peuvent être nécessaires. Puisque l'impact des mesures de relance s'affaiblit dans les économies vieillissantes, il est nécessaire de les accroître. Pour assurer des mesures de relance aussi importantes, sans problème de viabilité, nous devons cependant y allouer un volume ou une marge budgétaire suffisamment importante pendant les périodes de forte expansion. Dernièrement, puisque les effets des mesures de relance se réduisent dans une économie vieillissante, d'autres politiques économiques, y compris des réformes structurelles, jouent un rôle croissant dans le soutien de la demande intérieure. Nous pensons que certaines mesures politiques visant à renforcer l'offre de main-d'œuvre augmenteraient l'effet des mesures de relance. Une main-d'œuvre insuffisante étant la raison pour laquelle l'efficacité des mesures de relance est faible dans les économies vieillissantes, certaines mesures pour améliorer l'offre de main-d'œuvre pourraient aider à la rétablir ou à l'augmenter. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui. C'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui. Ceci est mon adresse email. Si vous avez un commentaire ou des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ma présentation d'aujourd'hui est basée sur mon article, écrit avec M. Honda du FMI. Vous pouvez trouver le document original sur le site du FMI et nous avons aussi un article dans le blog du FMI. Si vous êtes intéressé, visitez ces sites web. Merci beaucoup. Une société vieillissante est moins rapide à réagir à des politiques de relance. Notre sujet à nous, c'est celui de savoir si, par exemple, la politique de relance qui a été annoncée, les 100 milliards en France qui ont été annoncés et qui devraient se développer, vous vous souvenez qu'il y a environ 7 milliards qui sont consacrés à la jeunesse, 7 milliards. Et est-ce que ces politiques de relance ne vont pas avoir tendance à, écarter les baisses de bien-être, renforcer des baisses de bien-être pour les plus jeunes? Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, nous nous sommes interrogés sur le problème, en réalité, de cette génération dite sacrifiée. Vous vous souvenez qu'il y a ce débat des jeunes disant, au fond, on nous sacrifie parce qu'il faut permettre aux plus âgés d'être protégés sur un plan sanitaire. Donc, il y a toutes ces questions qui sont évidemment au cœur des difficultés du fonctionnement de notre société. Et c'est là-dessus que je vous propose, si vous en êtes d'accord, que nous bavardions, sachant que ce sont des sujets difficiles, délicats. Et je suggère que, je ne sais pas, peut-être Christian, si tu veux bien démarrer sur ce thème-là. Et puis, on fait un petit tour, on se repose des questions, on débat et on conclut sur le fait que les politiques de relance, en réalité, accroissent les divergences de perte de bien-être entre les générations. Bonjour, Président, chers amis, bonjour. Je suis un peu moins sévère que toi sur le papier de notre ami japonais parce que je pense qu'il couvre un aspect du sujet, mais un aspect seulement. Et en l'écoutant, moi j'avais envie de creuser, alors c'est peut-être des informations que vous avez à la chaire et que je n'ai pas, il faut réviser les modèles de cycle de vie et je pense qu'il faut les affiner. Alors ça a été fait depuis 30 ans, bien après les travaux de Modigliani et consorts, mais par rapport à l'efficacité de la relance
en fonction des tranches d'âge qui bénéficient du pouvoir d'achat injecté, parce que c'est ça le sujet. Quand tu es dans une optique keynésienne, l'optique de la demande, moi, ce qui m'intéresserait, alors c'est une question que je pose à toi et aux gens de la chaire, est-ce que vous avez des données précises de panels éventuellement sur l'évolution de la proportion à épargner du côté des seniors, mais il y a les 60-80, à mon avis, qui continuent à épargner pas mal parce qu'ils ont une espérance de vie relativement forte. Et puis, il y a les 80-100, si je peux dire, qui, à mon avis, ont une espérance de vie plus limitée et qui consomment. Et donc, il faut faire éclater, et ce qui n'apparaît pas dans le papier de notre ami japonais, il faut faire éclater, à mon avis, la catégorie des anciens, comme on dit aux Antilles, en plusieurs sous-catégories. Et on y verrait plus clair à ce moment-là, je pense, sur les mécanismes. Alors, je reviens sur le cœur du débat, c'est-à-dire que les politiques de relance qui ont été mises en place depuis le printemps, alors, il y a parenthèse d'ailleurs un recouvrement entre le soutien et la relance. Il y a de l'overlapping entre les deux et il y a des mesures qui relèvent à la fois des deux, c'est-à-dire il y a le feu dans la maison, il faut le calmer, donc on injecte massivement des centaines, voire quand ce n'est pas plus, des milliers de milliards d'euros. Et puis il y a la relance qui prépare le rebond de la croissance potentielle à moyen long terme. Les horizons ne sont pas les mêmes, mais je pense qu'il y a un recouvrement. Alors, je voudrais évoquer 3 points. Le premier que tu as évoqué dans ton intro, c'est au fond de constater que cette crise qui n'est pas finie, sanitaire, économique, sociale, elle a trois conséquences principales sur le tissu social. Augmentation du chômage, malgré le chômage partiel, augmentation des inégalités, augmentation de la pauvreté. Sur la question du chômage, tu as parlé des jeunes. Moi, Madame Borne nous affirme que le plan jeune qui a été mis en place se traduit déjà par des centaines de milliers d'embauches. Bon, on va voir. Il y a la question des embauches, il y a la question des revenus aussi et du pouvoir d'achat des jeunes générations. Moi, ce qui me frappe quand on prend le cas de la France, c'est comme vous le savez, on a des problèmes de chômage au deux bouts de la ficelle, c'est-à-dire sur les jeunes et sur les plus de 50 ans ou 55 ans. Le plan de relance qui a été mis en place en France prend des mesures pour essayer de freiner la montée du chômage des jeunes, avec, à mon avis, une efficacité qui va être limitée, et ça va renforcer, je pense, la question des conflits entre générations. Le taux de chômage des jeunes en France, bien avant le Covid, a toujours été depuis 30 ans plus de 2 fois supérieur au taux de chômage global. Moi, mon analyse, c'est qu'avec la crise actuelle, on va peut-être vers un multiplicateur du chômage des jeunes qui va être à 3 ou supérieur à 3. Et ça renforce à la fois les inégalités intergénérationnelles et les conflits potentiels entre générations. Bon, sur la question, les 2 autres questions, inégalité, pauvreté, je suis frappé quand je regarde l'évolution récente en France de ce que le public qui vient au Resto du Cœur, donc clairement dans la pauvreté, quand ce n'est pas la grande pauvreté, il y a de plus en plus de jeunes, d'étudiants, et qui représentent un pourcentage croissant de cette population. Donc, il faudrait vraiment faire des études de terrain que je n'ai pas faites pour voir éventuellement s'il y a une déformation de la pyramide des âges dans la population, par exemple, qui vient au Resto du Cœur. Peut-être que vous, cher, vous l'avez faite, cette étude, moi, je ne l'ai pas en tête. Et donc, voilà des chantiers sur lesquels il faut qu'on travaille. Un deuxième sujet qui est lié au plan de relance, c'est la question de l'innovation. Alors, pour moi, c'est compliqué ce sujet, c'est-à-dire de relier pyramide des âges et envie d'innover, parce que dans notre esprit, l'entrepreneur schumpeterien, c'est plutôt un jeune qui a une faible aversion à l'égard des risques. Je me tourne vers à la fois les collègues du panel et les experts de la chaire. Est-ce que vous avez une étude sous la main sur le degré d'aversion à l'égard du risque en fonction des tranches d'âge? Je répète,
dans notre esprit, l'entrepreneur schumpeterien, c'est le diplômé d'école de commerce ou pas diplômé. Regardez ce qui s'est passé dans la nouvelle économie, etc. C'est quand même plutôt des jeunes qui ont pris le risque, j'allais dire, des GAFA, de toutes ces nouvelles économies. Et donc, là, je pense qu'il y a un sujet, c'est-à-dire une grande partie du plan de relance français et du plan de relance européen et des financements de la BI passe par le canal de l'innovation, au sens le plus large du terme, nouvelles technologies, nouveaux produits, nouvelles formes d'organisation. Je pense qu'il faut revenir à une définition de l'innovation large au sens schumpeterien du terme. Chez Schumpeter, il y avait 5 sens. Ici, j'en prends 3. Technologie, produit et organisation. Et il est clair que ça ne me paraît pas du tout gagné, moi, aujourd'hui, quand je regarde un peu ce qui se passe sur la localisation par l'innovation, par exemple les travaux de Philippe Aghion et collègues, le plan de relance européen de 750 milliards enfin acté, qui passe beaucoup par l'innovation, la recherche, etc., ça ne me paraît pas du tout évident que les populations ciblées soient celles qui vont exactement innover. Est-ce qu'on n'est pas en train de donner des incitations à des populations ou à des tranches de la population qui sont non pas les moins aptes à innover, mais peut-être les plus frileuses, ou qui ont une aversion à l'égard de risques différentes de la population qui serait peut-être plus intéressante de cibler. Et dernier point, parce que je ne veux pas être trop long, les plans de relance ont une dimension écologique et font l'articulation écologie-économie de manière plus approfondie qu'avant, ce qui n'était pas difficile de faire de manière plus approfondie qu'avant. Là, je dirais, au fond, tout le débat, c'est d'étudier la capacité de se projeter dans le long terme selon l'âge. Il est clair, je veux dire, moi, je ne suis pas le perdreau de l'année, je suis un prof émérite, donc j'imagine que mon horizon temporel est par définition plus court qu'un jeune professeur de 30 ans. Et donc, j'aimerais bien qu'il y ait des études, alors vous allez me répondre, elles existent, moi je ne les connais pas, et en tout cas je ne les connais pas, qui mesurent le degré de préférence pour le présent, ce qui revient au même le degré de dépréciation du futur, mesuré par ce qu'on appelle le taux d'actualisation. Essayer de mesurer le degré de préférence pour le présent et de dépréciation du futur selon l'âge, j'allais dire, des gens concernés. Alors peut-être qu'on trouverait des paradoxes, peut-être que les gens de 70 ans, compte tenu de l'augmentation de l'espérance de vie, ont encore une capacité de se projeter à 20 ou 30 ans qui est aussi grande que les autres. Mais là, c'est un travail empirique, c'est des données de panel, mais je pense que ce sujet est très important pour savoir dans quelle mesure les dispositions dans le plan de relance français et européen organisés autour d'objectifs écologiques, qui sont des objectifs à long terme, organisés autour d'objectifs de développement durable, organisés autour de la montée des critères ESG, de l'extra-financier dans nos sociétés, dans la vie des entreprises, dans la vie de toutes les institutions, dans quelle mesure l'acceptabilité par la société de ce nouveau critère extra-financier qui implique de raisonner à long terme, dans quelle mesure cette acceptabilité est modifiée, pas modifiée, si elle est modifiée dans quel sens, par le vieillissement de la population. Voilà quelques réflexions en passant. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Christian. Juste peut-être une remarque. Ce que tu as dit fait apparaître, à mon avis, de manière très claire le fait que les plans de relance, je crois qu'on les connaît à peu près tous, on les a regardés tous, ne font pas apparaître réellement la dimension intergénérationnelle. Et j'ai bien aimé l'idée que tu fasses ces différences entre les plans de soutien et les plans de relance. La partie soutien est majoritaire et elle sera de plus en plus majoritaire. Hier, Madame Borne a découvert que les prévisions pour le taux de chômage de la fin 2021 seraient de l'ordre de 10,5, 10,6, ce qui veut dire 1 million de chômeurs de plus. Donc, elle a découvert ça. Elle nous annonce toujours des nouvelles exceptionnelles, mais évidemment, ça ne correspond pas à la réalité. Et donc, c'est quand même assez massivement, j'allais dire, un problème qui va concerner vraisemblablement plus la jeunesse que, évidemment, les retraités par nature, mais même que les actifs. Et donc, on va voir ce mal-être
une fois de plus, c'est pour ça que ce mot de bien-être m'exaspère, mais cette baisse de bien-être qui va affecter toutes nos sociétés vraisemblablement pendant plusieurs années, on va le voir toucher plus particulièrement les populations les plus jeunes. On va aussi voir vraisemblablement qu'il y aura une réaction par rapport à ça, parce que comme c'est eux qui vont réagir dans les mois qui viennent, on va voir ça, mais la première phase est une phase qui ne prend pas en compte l'intergénérationnel. Pardon, j'étais Hippolyte, si tu veux bien aussi nous donner ton sentiment sur ce thème que tu connais particulièrement bien. Merci Jean-Hervé, merci à la chaire de me donner l'opportunité d'intervenir. Je voudrais juste d'abord réagir sur un des points soulevés par Christian, hein, mais bon, pour essayer de faire quelque chose de, comme ça un peu dynamique. Christian, tu as dit, bon, l'entrepreneur schumpeterien, d'une certaine manière, n'est pas vieux. C'est un jeune. Et c'est clair hein, qu'historiquement, on va plutôt voir ça. Mais lorsqu'on réfléchit en fait au processus d'innovation aujourd'hui, lorsqu'on le regarde concrètement, on ne trouve plus un entrepreneur Schumpeter. L'innovation, c'est le processus qui est assez complexe, mais qui implique énormément de personnes. C'est bien l'idée du cluster. On innove dans des endroits où il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'innovation. Et donc, la dimension d'âge, elle me paraît peut-être moins pertinente qu'autrefois. D'accord hein, c'est bien la Silicon Valley qui innove, ou peut-être Saclay, ou voilà, etc. Et donc, on a besoin, en effet, peut-être de la projection dans le long terme des générations les plus jeunes, mais on a aussi besoin de la connaissance du passé pour la transmettre à cette génération la plus jeune. Et je pense que voilà, l'opposition en fait entre les plus jeunes et les plus vieux n'est pas nécessairement, je dirais, pertinente aujourd'hui dans le cadre de l'innovation. Parce qu'un jeune seul qui a plein d'envie et puis qui a plein de temps devant lui, etc., et qui peut être tout intelligent qu'il veut, s'il n'est pas dans cet endroit où il y a la mémoire de la recherche, aujourd'hui, il faut voir que c'est immense, hein, toute l'accumulation de connaissances hein, qui a été produite hein, au cours du XXe siècle, elle est immense. Un jeune peut très vite, un jeune intelligent, innovant, etc., peut très vite se perdre dedans. Donc, il a besoin d'être guidé, et il a besoin, pour exprimer son talent, justement de ce lien intergénérationnel. Et je pense que c'est une dimension importante, en fait, des relations entre les gens. Maintenant, sur la question plus spécifique voilà, de ce plan de relance, en effet, hein, il y a des mesures, à peu près 6 milliards, hein, qui sont destinées aux jeunes dans le plan de relance, mais il y a tout le reste. Et tout le reste vise à relancer la croissance économique de demain. Et donc, de fait, si ça fonctionne, il y aura un impact positif sur les jeunes d'aujourd'hui qui seront juste un petit peu moins jeunes demain. Donc, je ne suis pas si sûr que voilà, opposer les 6 milliards et les 94 autres milliards hein, soit nécessairement pertinent. Néanmoins, et je pense que finalement la présentation qui avait été faite par la personne du FMI est intéressante, il dit attention, cette relance traditionnelle, hein, qui n'est pas forcément ciblée sur les jeunes, ne sera efficace ou sera d'autant plus efficace que l'on sera dans une société qui n'a pas vieilli. Et moi, ce que j'appelle à prendre en compte, c'est justement, lorsqu'on construit un nouveau plan de relance, lorsqu'on met beaucoup d'argent sur la table, il faut prendre en compte aussi un objectif intermédiaire d'efficacité, qu'on veut d'une certaine manière, la société soit jeune. Alors, sur la question de justement, qu'est-ce que c'est qu'une société jeune ou qu'est-ce que c'est qu'une société dynamique, plus que des critères démographiques, moi je m'intéresse beaucoup simplement à une proportion de personnes qui travaillent. D'accord hein, il y a finalement deux types de... C'est assez simple, hein, il y a deux types de gens dans la société. Il y a ceux qui travaillent, hein, qui contribuent, d'accord que ce soit dans le marchand ou dans le non-marchand. Hein, je veux dire, j'ai une définition très large. Mais il y a ceux qui travaillent, qui contribuent finalement à cette société, qui peut être l'innovation, par exemple, mais pas seulement, ça peut être le care, etc. Et ceux qui ne travaillent pas. Et ce qu'on a, c'est que plus la proportion de personnes qui travaillent, qui contribuent, est grande dans la société, plus elle est dynamique. Et c'est pour ça que, justement, je pense que, alors c'est très bien de prendre en compte les objectifs environnementaux, etc., mais je pense qu'il ne faut pas oublier cette dimension de participation aux efforts de la collectivité. Donc, je ne vais pas être trop long parce que je crois que ça s'arrête à 10h30, mais je pense qu'il y a trois dimensions à prendre en compte dans un plan de relance qui doivent être absolues. Le premier, c'est le travail des femmes, qui est encore aujourd'hui
je veux dire, il y a encore une réserve, si je puis dire, une réserve de travail, comme on disait à l'époque, très importante. Hein. Les taux d'emploi sont 10 points inférieurs aux âges actifs. Hein, les taux d'emploi des femmes sont 10 points inférieurs à ceux des hommes. Donc, toute politique de relance doit se poser la question de savoir comment est-ce qu'elle peut aussi favoriser l'accès, la participation de ces personnes. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, fiscalement, etc., mais aussi dans les secteurs. Il y a le travail des seniors, hein, Christian, tu l'as évoqué. Il remonte depuis les années 2000, hein, c'est une bonne nouvelle, mais il reste encore très faible. Oui, en France, hein, les 55-64 ans, c'est à peu près 50% des gens qui travaillent. C'est ridicule. On est parmi les plus bas de l'ensemble de nos partenaires. Hein. Je veux dire, des pays comme l'Allemagne, le Japon, la Suède, c'est 70% de cette tranche d'âge qui. Et donc, je pense que, notamment sur la question de la réforme des retraites, hein, qui va revenir, je pense qu'il ne faut pas simplement se focaliser sur des notions de simplicité, d'équité, de grands principes, mais aussi remettre la question du travail des seniors au cœur du processus. Et puis la dernière dimension, c'est ce que je vais appeler le travail importé, hein, c'est-à-dire l'immigration, qui est aussi une source de rajeunissement de nos économies. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays riches, hein, le dynamisme démographique vient de l'immigration, beaucoup plus que de la natalité. En tout cas, hein, le solde migratoire est plus élevé que le solde naturel, la France étant une exception. Aujourd'hui, en France, on a une immigration de travail, mais qui est essentiellement en fait une émission très particulière, qui est le travail détaché. Alors, on était à loin de 250 000 personnes avant la crise, hein, qui étaient en forme de travail détaché. Ça engendre un dumping social, c'est en très forte augmentation. Donc, on repose en fait sur cette forme très particulière, hein, de travail apporté, parce qu'il y a des besoins. Et voilà, moi, je milite plutôt pour une immigration plus pérenne, et dont on utilise finalement les bénéfices pour son intégration. Voilà. Merci. Juste une chose, Hippolyte. C'était très. Je suis très en accord avec ce que tu as dit sur le plan de relance. Mais quand tu regardes tes 100 milliards français, d'abord, ce n'est pas 100 milliards, il faut déjà enlever les 10 milliards de trucs qui n'ont pas été dépensés. Bon, la réalité est quand même différente. Mais tu prends presque 55%, c'est du soutien aux insiders, à juste titre. Et les insiders, c'est les actifs, donc, et ce n'est pas les jeunes. Donc, on viendra peut-être en conclusion sur les problèmes de formation des jeunes, mais c'est même pas. Très clairement, hein, le chômage partiel, c'est un soutien aux insiders. Le fait qu'on ne touche pas aux pensions de retraite, c'est un soutien aux insiders. Et voilà, et donc, en regard des sommes justement allouées aux insiders, celles pour toutes les personnes qui sont dans le monde du travail précaire, et en particulier les jeunes qui sont proportionnellement plus nombreux à être dans ce secteur précaire, les sommes sont plus faibles. Mais je veux dire, comparer des milliards, voilà, je ne sais pas en fait si c'est forcément la bonne approche. Il faut se poser la question, savoir si chaque euro est efficace ou est bien dépensé. D'accord. Bien, Lionel, dans les 10 dernières minutes qui nous restent. Merci Jean-Hervé. Bon, beaucoup a déjà été dit, hein, donc je vais faire rapidement également. Moi, je voudrais peut-être. J'ai relu du coup le plan de relance, hein, du gouvernement pour préparer cette session à travers le regard de la question intergénérationnelle. Alors, quelque chose qui est surprenant, oui et non, mais les personnes âgées sont quand même les grands oubliés, hein, du plan de relance. Alors, surprenant, j'ai dit oui et non. Les grands oubliés parce que j'ai fait une recherche et personnes âgées n'apparaît que 2 fois dans tous les documents et il apparaît uniquement dans le volet environnemental pour des aides à la rénovation d'habitat pour des personnes âgées. Rénovation thermique, hein, j'entends. Hein. Donc, c'est clairement que si un choix a été fait, clairement, c'est le choix de la jeunesse, puisque la jeunesse, c'est la partie la plus importante du volet cohésion sociale. Mais je pense à juste titre. Hein. Et moi, ce qui me paraissait important, c'est que ce plan de relance, il faut bien voir qu'il n'est pas comme les autres. Hein. On a connu plein de plans de relance dans le passé. Je pense au début des années 80, où on avait des relances typiquement keynésiennes.
parce qu'on avait une machine économique qui était vraiment au ralenti. Ici, c'est très différent, parce qu'on s'attaque à une crise qui n'est pas une crise comme on pouvait connaître dans la fin des années 70 ou des années 80. C'est une crise volontaire. On a volontairement mis des pans entiers de l'économie sous un couvercle pour empêcher justement la mobilité des personnes. Et donc, le plan de relance, il ne consiste pas à s'attaquer à des problèmes économiques, c'est-à-dire un défaut de fonctionnement de l'économie. Et on voit bien qu'il est perçu comme ça. Il ne cherche pas à relancer la consommation des ménages parce qu'on a volontairement empêché qu'elle puisse se mettre en place et on espère qu'elle va redémarrer normalement comme elle aurait dû continuer à fonctionner, en espérant justement qu'ils ne conservent pas leur taux d'épargne aussi élevé que ceux qu'ils ont actuellement, mais qu'il y ait de l'épargne forcée en grande partie. Hein. Donc, en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie. Donc, ce n'est pas un plan de relance comme les autres, comme on avait tendance à les connaître. Donc, ce n'est pas tellement le multiplicateur keynésien qu'il faut regarder ici. Le plan de relance, finalement, c'est un prétexte pour... il faut relancer l'activité économique, mais elle repartira d'elle-même hein, en enlevant le couvercle. Ça laisse quand même des dégâts, ça laisse des traces, donc il faut un accompagnement. Mais on voit clairement que dans ce plan de relance, et ça a été dit, hein, je crois, par Jean Hervé, hein, c'est un plan de relance européen. Le plan de relance français, il s'intègre parfaitement dans un plan de relance européen. Il n'est pas propre à la France. Il reprend les éléments principaux qui ont été définis au niveau européen et il s'articule parfaitement avec le plan de relance allemand. Hein. Ce sont les mêmes secteurs qui sont visés et autres. Et qu'est-ce qui est recherché finalement? C'est de s'attaquer aux aspects structurels. En ce sens-là qu'il est très différent des plans de relance qui sont très, très conjoncturels habituellement. On s'attaque aux grandes questions structurelles et dedans on trouve les trois grandes transitions. Hein. La transition énergétique environnementale avec le premier volet environnemental où on met le paquet pour essayer vraiment d'aller de l'avant sur la transition principalement énergétique, hein, ici plutôt qu'environnementale. La transition, ce qu'on a appelé l'innovation et tout, moi j'appelle ça la transition numérique. Hein, c'est quand même le grand chamboulement qui est en train de mettre en place cette avancée de l'économie numérique. Et donc on sait que l'Europe est en retard, et donc le plan de relance, il vise à essayer de rattraper en partie ce retard. Et puis, quelque part quand même, hein, le troisième volet cohésion sociale, il s'attaque à la transition démographique. Mais il s'y attaque en ciblant qui sont les victimes, entre guillemets. Et très clairement, au-delà du Covid, hein, enfin, au-delà de la crise sanitaire, ce sont les jeunes. Hein, ce sont les jeunes. C'est pour ça que je disais, bon, ce qui est surprenant, c'est que les personnes âgées sont les grands oubliés. Ils apparaissent que 2 fois dans la rénovation énergétique. Mais c'est parce que c'est volontaire, quelque part. Hein, c'est que dans la question de qui sont ceux qui vont être impactés par la crise du Covid, ce sont quand même principalement les jeunes, je parle en dehors bien sûr des aspects sanitaires, hein, donc principalement les jeunes par la crise économique, et ils le sont doublement parce que cette transition démographique, elle est aussi relativement défavorable aux jeunes. Donc voilà, c'est un petit peu le point de vue. Donc ce n'est pas définir quel serait le meilleur plan de relance, il a été défini déjà par le gouvernement, mais de voir une certaine cohérence à ce niveau-là. Merci. Je termine juste en disant que dans les occasions, me semble-t-il, pour le moment, puisque je suis un optimiste, mais pour le moment loupé, on voit bien qu'on a un problème de la formation dans notre pays. Je ne suis pas obsédé par les idées de savoir ce qu'on est plus ou moins bon en maths et en géographie, enfin les études qui sont en réalité sûrement discutables, mais beaucoup plus le fait que c'est, comme le disait hier, j'avais le bonheur de me retrouver dans un débat avec Nathalie Chuchot qui ressortait le chiffre des 140 000 jeunes sortis, désocialisés complètement, sortis du système scolaire ou universitaire chaque année, c'est quand même absolument géant. Et puis, au fond, au-delà de l'histoire de la géographie ou des mathématiques, l'idée que c'est une société, au fond, qui a besoin d'avoir très confiance en elle, et tout notre système de formation n'est pas un système qui donne confiance en soi. Mais je termine quand même sur une très bonne nouvelle, au-delà du fait que ce plan de relance est quand même pas très favorable à la jeunesse pour le moment. On va voir comment les choses évoluent après des mouvements sociaux qui auront lieu l'année prochaine. Il y avait ce sondage de ELAB qui a été utilisé pendant notre journée du Sales Economist jeudi dernier. Et c'était les 18-24 ans. Ils indiquaient qu'ils étaient convaincus d'être une génération sacrifiée,
mais convaincus qu'ils s'en sortiraient et convaincus qu'ils s'en sortiraient par leurs propres moyens. J'ai trouvé ça absolument formidable et je me suis dit que c'était une caractéristique de la société française, une sorte de résilience. C'est-à-dire que quand vraiment on est dans la difficulté, à ce moment-là, le tempérament de force et de force de caractère ressort. Je vous remercie, mes chers collègues, énormément et je recède la parole à la chaire. Merci beaucoup.